ça va être hyper dur d'appréhender l'altitude aussi, car on est souvent sur des plateaux à plus de 4000 et il va falloir bien gérer l'effort et l'altitude. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les joies du sport. Régulièrement, je recevrai dans ce podcast un ou une invitée qui viendra te présenter son projet sportif, que ce soit pour un projet off ou bien une course avec dossard. Cette présentation se déroulera en deux actes. La première partie sera enregistrée entre 1 et 3 semaines avant le début de l'événement, afin de faire le point sur la préparation, entraînement, matériel, mais également l'intégration de l'entraînement au sein de la sphère privée et professionnelle. Il sera également l'occasion de faire le point sur ses sensations à quelques semaines du départ et ses attentes vis-à-vis de son projet. La seconde partie se passe quant à elle après l'événement. Que le projet soit une réussite ou qu'il y ait une déconvenue, ce sera l'occasion pour l'invité de te raconter son expérience, de faire un débrief, ainsi qu'un comparatif entre l'objectif et le résultat. Aujourd'hui, je reçois Céline Hopkins, qui vient nous présenter un projet à but associatif. Dans ce projet, il ne sera pas seul. Il sera accompagné de Cyril et Simon. À eux trois, ils vont partir dans quelques jours avec leur vélo pour ce qui se présente comme l'aventure sportive de leur vie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir leur projet avec Célian. Bonjour Célian et bienvenue sur le podcast pour ce premier épisode. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir ici pour que tu nous parles de ton projet. Même si vous êtes plusieurs dessus, aujourd'hui tu vas avoir un petit peu le rôle de porte-parole. Pour commencer, est-ce que tu vas bien te présenter, mais sans parler de la thématique sportive? Ouais, bah merci Alexandre de m'avoir invité sur ton podcast. Et du coup, moi c'est Céline Hopkins. Là, en ce moment, j'habite à Avignon. J'ai 21 ans et donc bah, j'ai fait des études de sciences et génie des matériaux au Bourget-du-Lac à Chambéry. Et là, maintenant, on se prépare pour partir sur l'aventure de notre vie. Pour commencer un petit peu la transition, quel a été le premier sport qui t'a passionné? Alors pour moi, le premier sport qui m'a passionné, c'était le foot, que j'ai longuement pratiqué au Royaume-Uni, vu que je suis né là-bas. Donc ouais, les matchs tous les week-ends, les entraînements toute la semaine, le foot à l'anglaise. Et qu'est-ce qui t'a emmené du coup sur la pratique du vélo? Alors que c'était en France, bah, j'ai continué beaucoup de foot et le mercredi, j'avais un ami qui faisait des sorties VTT avec un club qui s'appelait le Club des Angles, à côté d'Avignon. Et donc le mercredi, on allait faire des sorties VTT entre potes avec un encadrant. Et ça tous les mercredis de l'année scolaire. Et c'est vraiment là où je me suis dit, ah, c'est quand même cool le vélo, on s'amuse bien entre. Et côté sport, j'ai quand même pu voir que tu ne pratiquais pas seulement le vélo de route et le VTT. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, bah, je pratique un peu les deux en compétition. Et aussi, j'aime beaucoup tous les autres sports qui sont un peu complémentaires pour préparer la saison de vélo, etc., comme le ski de fond ou même le trail. D'accord. Et comme j'ai dit en introduction, du coup, tu vas pas être seul sur cette aventure. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des autres personnes avec qui tu vas partager cette aventure? Ouais, alors bah je pars avec du coup Cyril et Simon. Donc Cyril, il a 27 ans. Il est infirmier à Montpellier en ce moment, mais il a passé plus d'un an à La Réunion où il a rencontré Simon. Et Simon, du coup, il a 32 ans et il vient de Belgique. Et à travers de nombreuses sorties vélo, Cyril et Simon sont devenus de très très bons amis. D'accord. Et toi, comment du coup, tu les as rencontrés après pour former ce trio? Donc moi, Cyril, il faisait ses études d'infirmier à Avignon. C'est donc comme ça que je l'ai rencontré. On allait rouler les soirs après l'école. Ouais, on allait faire des grosses séances de vélo avec Cyril. Et donc Simon, je l'ai jamais rencontré encore, mais j'ai hâte de le rencontrer et on échange beaucoup et je suis sûr qu'on va très bien s'entendre.
Et tous les 3, du coup, vous êtes réunis pour un projet avec un but. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association pour laquelle vous allez partir, faire ce projet? Ouais, tout à fait. Alors, bah, pour ceux qui le savent et il y en a qui savent pas, il y a maintenant 3 ans, lors d'une sortie VTT, avec mon pote, Paul, il a fait un petit saut et il est mal retombé, le laissant, du coup tétraplégique. Donc, c'est vraiment, enfin, ça nous a vraiment tous touchés car, bah, c'était vraiment un très, très bon pote à nous. Enfin, à moi en tout cas et à Cyril. Et Simon a été très touché par la cause aussi. Donc Vertical Combat, c'est l'association en fait qui a été créée après son accident pour lui permettre de lui donner une deuxième chance et enfin pour retrouver de la mobilité en fait. D'accord, parce que tout ça, c'est avec un but de recherche, d'engager des recherches derrière scientifiques? Ouais, tout à fait. D'abord, le but de l'association, c'était de soutenir Paul dans son combat. Donc après sa chute, bah, il y a eu beaucoup d'événements, des opérations. Il a longuement été en France et en France, on lui a clairement dit que, bah, on pouvait rien pour lui et que, bah, il fallait qu'il reste comme ça. Sauf que lui, dans sa tête, c'est vraiment un guerrier. Pour rien au monde, il lâchera et heu et il veut et il va retrouver sa mobilité, bientôt, on espère. Je pense que tous ceux qui contre ça vont l'espérer, également. Ouais, c'est clair, enfin, c'est un jeune, il avait 17 ans, amoureux de sport, amoureux de VTT et maintenant il est toujours amoureux de sport, toujours amoureux de VTT, toujours amoureux de tout ça et il se bat vraiment avec, beaucoup de courage. Du coup, le défi sportif pour lequel, vous avez signé, est-ce que j'ai regardé un petit peu, vous allez partir donc de Bogota en Colombie. Donc Tout à fait. pour faire simple, on prend l'Amérique latine où vous avez pris le point presque le plus au nord pour partir jusqu'au point le plus au sud qui est Ushuaia. Ouais, tout Qu'est-ce à qui vous a amené à partir, sur ce continent? Bah, tout d'abord, en fait, c'est une idée de Simon qui avait un moment de moins bien, dans sa vie, personnelle et il s'est dit que, bah, il voulait partir, voyager, découvrir le monde, se sentir libre et vraiment, pouvoir vivre à 100 une aventure où il aura plus rien à penser et donc il a proposé, ce voyage à Cyril et Cyril, directement bah, on peut pas dire non à des aventures pareilles. Et donc Cyril par la suite, il a pensé à moi et vu qu'on a fait beaucoup de vélo ensemble, il a dit, que, bah, fallait venir faire ce trip, avec eux. C'est comme ça qu'avec le trio du coup c'est formé sur ce défi. Ce que j'ai vu Tout à fait. en termes de chiffres, j'ai vu c'est 14 000 kilomètres pour 200 000 mètres de dénivelé positif. Donc je pense ceux qui font un petit peu de vélo, déjà 14 000 kilomètres, ça fait déjà beaucoup de kilomètres même sur une année. Alors, Oui, parce oui, que là, clairement. vous avez prévu combien de temps pour faire ce projet? Alors nous, on a prévu entre 3 et 4 mois pour faire ce projet, donc à base de entre 100 et 150 kilomètres par jour et c'est les chiffres sont approximatifs, en fait, comme on le sait, il peut y avoir plein de petits problèmes, de déviations, enfin, on part dans l'inconnu et ça, c'est les chiffres de base qu'on espère. On va voir, mais on est optimiste. Bon, en tout cas, vous avez déjà signé pour ça, c'est déjà beau. Ouais, Et c'est puis ça, bon, c'est sûr, clairement. ce sera les aléas, c'est sûr sur 4 mois, on peut pas non plus tout anticiper, loin de là. Ça, c'est clair. Et du coup, l'itinéraire, vous êtes basé sur quoi? Parce que quand on voit, enfin moi personnellement, je vois une si longue route, mais soit vous avez pris un itinéraire peut-être déjà un petit peu connu ou une grande route, ou alors vous êtes parti, enfin tu sais pour tracer 14 000 kilomètres, c'est déjà on fait des sorties des fois Strava pour faire 120 kilomètres, on est en train de regarder 3 fois avant de valider le tracé. Donc pour 14 000, je suis curieux de savoir de quoi vous êtes parti. Ouais, bah, déjà, on a voulu commencer de Bogota parce que Bogota, c'est vraiment la capitale de la Colombie et
On sait que la Colombie, c'est vraiment le vélo, Et les grands c'est champions, oui. incarné. C'est vraiment une grosse passion pour eux. Donc et les vols étaient assez faciles depuis l'Europe pour aller à Bogota, ce qui nous a aidé. Et donc en partant de Bogota, on va descendre à travers la Colombie, en traversant donc des forêts et un désert aussi, pour rejoindre la frontière avec l'Équateur. Là, on a à peu près 1200 kilomètres. Donc ça va passer relativement vite en fait. Et là, ensuite, en Équateur, il y a une route assez connue qui s'appelle la Trans-Ecuadorian Mountain Bike Route. Et donc, c'est une route complètement non bitumée qui traverse tous les volcans et les hauts plateaux de l'Équateur. D'accord, donc qui dit route non bitumée, ça vous partez avec vélo type gravel? Oui, bien sûr, ouais. On part avec des vélos gravel qui, on espère, vont encaisser tout et n'importe quel choc. Là, c'est sûr, il va être mis à rude épreuve. Exactement. Et au niveau de l'équipement sur le vélo, juste pour venir un petit peu sur la partie vélo, vous partez avec pour être en autonomie sur le vélo en termes de couchage pour passer les Ouais, nuits? du coup, on a nos tentes, sacs de couchage, matelas, réchaud. Donc en fait, tout pour pouvoir le soir arriver à l'endroit où on arrive, parce qu'on saura pas forcément où on va arriver. Donc poser la tente et pouvoir dormir, manger et repartir le lendemain. Très bien. Et en termes de poids, est-ce que tu as une idée un petit peu du poids pour, parce que le podcast, du coup, il est un peu multisport. Il y a peut-être des gens qui Ouais. font uniquement du trail, qui font peut-être même de la natation, peut-être qui, voilà, s'ils veulent s'intéresser un petit peu, pour avoir une idée un petit peu du poids entre un poids du vélo sans la bagagerie et avec tout l'équipement, pour donner une idée. Donc on s'est fixé comme idée à peu près 25 kilos le vélo plus la bagagerie. On connaît pas encore les chiffres exacts, mais très bientôt on va connaître les chiffres exacts. Mais le vélo sans la bagagerie, il pèse déjà 10 kilos parce que avec les roues et le cadre. Et ouais, et on espère ne pas dépasser les 25 kilos, mais on va s'en rapprocher très fortement. D'accord, ouais, donc dans les cols, ça va être une sacrée partie de manivelle pour passer, pour faire le dénivelé. Oui, surtout qu'on passe à des points culminants 5000 mètres. Le point culminant, c'est 5000 mètres. Donc, va vraiment falloir J'imagine qu'un y col aller. à 5000, c'est peut-être une première, peut-être pour vous 3. Je sais pas si Ah oui, clairement. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça va être hyper dur d'appréhender l'altitude aussi, car on est souvent sur des plateaux à plus de 4000 et va falloir bien gérer l'effort et l'altitude. du coup, pour continuer un petit peu l'itinéraire, au niveau de la route que tu empruntes, donc là, on était un petit peu au niveau de l'équateur. Ouais. Du coup, cette route, la Trans-Ecuadorian Mountain Bike Route, elle traverse toute l'Équateur jusqu'au la frontière avec le Pérou, par le centre de l'Équateur. Et au Pérou, on a une trace qui est bien connue, c'est la Pérou Great Divide qui traverse les Andes, ouais, qui traverse les Andes au plein milieu. Mais avant ça, on avait une option où on continuait dans les Andes, où Cyril, c'est un grand fan. Il a été infirmier en Guyane pendant le Covid pour aller aider et soutenir les hôpitaux là-bas. Et donc, il a passé énormément de temps dans la forêt amazonienne et il veut vraiment nous montrer ce qu'est la forêt amazonienne aussi. Donc, on va faire un crochet de à peu près 1100 ou 1200 kilomètres par la forêt amazonienne D'accord, au nord du Pérou. OK. Ah oui, donc ouais, c'est un petit peu le petit bonus. C'est ça, exactement. Mais Ça me sachant que manquait un petit ce peu. qui nous attend après, Oui. Parce qu'au niveau des cols, en fait, tu vas les passer, c'est quoi, en fait? Parce que vous passez dans la cordillère des Andes? C'est à ce niveau-là où vous allez ouais, récupérer un petit peu, le dénivelé du parcours, le fait de ouais, suivre, cette chaîne de montagnes? c'est clair, c'est clair. Bah, en fait, en Équateur, on commence déjà beaucoup parce D'accord. qu'on a sur la France Équateur Dirt Route, on a déjà
On a déjà plus de 35 000 mètres de dénivelé. Et la Great Divide, elle fait 38 100 mètres. Du coup, on a déjà un bon morceau en équateur. Ouais, c'est déjà conséquent là. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis du coup, vous faites en termes de pays, vous avez quand même passé dans plusieurs pays. Juste une question pour ceux qui vont peut-être pas faire ça dans l'entièreté du parcours, mais au niveau de tout ce qui est passeport, visa, le fait de passer en vélo, est-ce que vous avez dû faire des demandes, des dérogations spéciales? Non, en Amérique du Sud, en Amérique du Sud, il n'y a pas besoin de visa pour les pays qu'on va traverser. D'accord, le fait de traverser, oui, seulement le pays, ça demande pas d'autorisation. D'accord. Ouais, c'est ça. Et au niveau de la préparation, tout ce qui va être préparation physique, voilà, on est sur un projet qui est sur, on va dire 4 mois. Là, on Ouais. prépare pas une épreuve d'une journée ou 24-48 heures si on fait un petit peu d'ultracyclisme, par exemple. Mais au niveau de la préparation, du coup, toi, tu t'es basé sur un entraînement, global et régulier ou tu as intégré certaines choses par rapport à ce projet? Bah, déjà, on a tous fait une saison de cyclisme sur route en compétition. Du coup, D'accord. on sort un peu de la saison. Bah, Cyril et Simon, ils ont fini début octobre avec le Tour cycliste de la Réunion, qui est une course élite. Et moi, j'avais terminé un peu plus tôt, donc c'était un peu quand je voulais rouler, j'allais rouler. Et là, maintenant, c'est important de remettre un peu des kilomètres et de s'habituer à être assis sur une selle pendant des longs moments, Là, oui, puis là, long en, moment et plusieurs jours là. ouais, tout en gardant beaucoup de musculation et tout pour être préparé physiquement pour encaisser la durée en fait. D'accord. Un des sujets, en fait, que j'aimerais aborder à peu près sur, chaque, 1re partie d'épisode de podcast, c'est un petit peu l'intégration de l'entraînement, vis-à-vis de la vie perso et professionnelle. Alors toi, du coup, c'est vrai que pour le coup, toi, tu pratiques déjà le vélo en compétition, tout au long de l'année. Alors ça change un petit peu, mais toi, est-ce que toi, tu as par rapport à je pense que tu as un certain volume d'entraînement, est-ce que tu as éprouvé, certaines difficultés des fois pour l'intégrer? Oui, bien sûr. Bah, moi, j'ai eu la chance de faire du coup mes études, un DUT en sport-études. Donc avec des cours de 8 heures à midi et ensuite l'après-midi, la possibilité de s'entraîner. Mais c'est clair que s'il y a un jour où on a plus de travail à faire à la maison, c'est clairement difficile de faire autant d'heures qu'on veut faire ou autant d'heures qu'on doit faire. Donc c'est un équilibre à trouver, mais le plus important en fait, c'est de prendre du plaisir et de pas s'en vouloir si on fait pas les heures. Au final, on peut toujours se rattraper et être en forme quand il le faut. C'est vrai, plaisir, c'est quand même le maître mot dans la pratique sportive. Faut pas laisser faire mal pour, juste pour se faire mal. C'est sûr que je te rejoins parfaitement sur ce point-là. Pour revenir sur, l'organisation, d'un tel projet, au niveau du budget, voilà, c'est quelque chose qui est quand même, conséquent, ça engendre certains frais. Comment vous arrivez à monter ça? C'est juste uniquement, en fait, des économies que vous avez mis de côté? Ou, est-ce que vous avez fait appel du sponsoring pour monter un tel projet? Alors, bah, à la base, on s'est dit que on allait le faire. Donc bah, on a tous travaillé pour l'aventure, pour pouvoir récolter assez d'argent pour partir. Vu qu'on s'est décidé qu'on allait, moi personnellement, Simon il savait en février, Cyril il savait en avril je pense, et moi en fait avec mes études et la continuation de mes études, j'ai su seulement fin juin. D'accord. Donc on a travaillé, on a économisé pour partir. Mais aussi, on a recherché des sponsors et fait des collectes de dons aussi pour l'association et pour financer le projet. D'accord et tout ça, bon moi de mon côté, moi je le mettrai en les liens dans la description du podcast, évidemment. OK, merci beaucoup. Au niveau de ton itinéraire, en fait, qu'est-ce qui va être pour vous quel est le but que vous recherchez dans cette aventure? Est-ce que c'est une question d'une performance, on va dire, en termes de temps, de faire ça le plus rapidement possible?
ou vous excluez pas de faire un petit peu plus peut-être pas jusqu'à du tourisme, mais en tout cas, prendre le temps d'apprécier les choses? Quel est le but recherché pour vous sur cette aventure? Bah, le voyage à vélo, en fait, c'est vraiment, assez passionnant parce qu'on peut traverser des endroits, assez rapidement et aller d'un point A à un point B, assez rapidement. Mais on est toujours en contact avec les locaux, en contact avec les supermarchés locaux. On achète de l'eau, on achète des aliments dans les supermarchés locaux. On est tout le temps, en fait, à la rencontre de nouvelles personnes et aussi, bah, on est quand même bien entraîné et on est là aussi pour rechercher un peu une sensation de performance physique aussi. Donc, d'aller de Bogota à Ushuaia dans un temps pas record, mais en utilisant, en passant par des routes, enfin en passant en fait par toutes les routes les plus dures et les plus folles qui existent en Amérique du Sud, car on ne sait pas si un jour on va y retourner ou pas. C'est l'école que tu trouves en Amérique du Sud par rapport un petit peu à ce que vous avez tracé? Est-ce que vous avez des cols, particulièrement longs ou particulièrement raides? Ou c'est surtout l'altitude déjà qui va vous poser peut-être, le plus de complications? On sait pas trop, franchement, on pourra dire quand on sera revenu, je pense, mais on a en tout cas, on a un col de 90 kilomètres qui sort de la forêt amazonienne pour aller, sur les hauts plateaux du Pérou. Après, est-ce qu'il va être compliqué ou pas? Ça, on saura que le dire après. Ça, en tout cas, on saura pas tout de suite si c'est le plus compliqué. En tout cas, je pense pas qu'il sera simple, mais Ouais, c'est ça. une fois à Ushuaïa, l'aventure après elle s'arrêtera ici, que vous avez des choses encore qui sont des projets qui vont suivre à la suite de ça? Pour l'instant, on a rien prévu, mais je suis sûr qu'on aura d'autres projets aussi, après Ushuaïa. Mais le but, c'est clairement aussi de sensibiliser sur la lutte contre la tétraplégie et de faire avancer les choses, pour la recherche, en France. Et tout au long de l'aventure, vous allez, les gens peuvent vous suivre via les réseaux? Ouais, tout à fait. Ouais, on va faire suivre l'aventure, bah, surtout sur notre Instagram, @verticaladventure, 14 000 kilomètres. Et on va essayer de montrer un peu tous les côtés, les bons côtés comme les pépins qui peuvent nous arriver. On veut pas que ce soit un film de rêve Ce sera pas non juste plus. instagrammable, quoi. Voilà, c'est ça. On veut vraiment faire vivre aussi aux gens ce qu'on vit et on veut vraiment transmettre bah, comme quoi tout est possible et il faut vraiment enfin suivre ses rêves aussi quoi. Du coup, tout ce qui va être, au niveau de la collecte de dons, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, quelle va être l'utilité de cette collecte? Ouais, alors, bah, cette collecte, elle va vraiment servir à mettre en place une étude visant à prouver, du coup, le potentiel enfin, de la récupération de la mobilité, grâce à l'électrostimulation. En fait, on vise, à créer un premier essai clinique, en France sur 3 patients tétraplégiques, en 2024. Donc, en France, en fait, ils effectuent pas cette opération pour placer les implants d'électrostimulation. C'est en Thaïlande que les patients vont être envoyés, opérés. Il y a des résultats qui sont assez impressionnants sur cette nouvelle technologie et donc les accompagner en France quand ils reviennent pour ensuite prouver que l'électrostimulation peut être une solution à tous ces jeunes qui sont en situation de tétraplégie. D'accord. Donc effectivement, c'est que vous apportez vraiment quelque chose de nouveau, en tout cas par rapport à l'avancée dans cette maladie. Ça, je pense que ça, vous pouvez être, fiers de vous, en tout cas, de donner de votre sueur pour avancer dans ce sens-là. Et j'espère Ouais, vraiment merci. que, voilà, au niveau du suivi, en tout cas, que les gens vont répondre présent et que ça vous donnera un maximum de visibilité. Donc là, bon, Ouais, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais on vous commencez à approcher un petit peu de la date de départ. Et toi, personnellement, comment tu te sens là, à quelques semaines du départ?
Bah, il y a encore quelque chose, quelques trucs, des petits trucs à gérer, peut-être des nouveaux sponsors à introduire dans le projet. Euh, c'est surtout d'essayer de faire le plus grand bruit médiatique aussi. Donc par des articles de journal ou par des émissions de radio. Et après les derniers préparatifs, la dernière préparation physique, faire attention de pas se blesser, de pas faire trop non plus, et d'arriver là-bas bien reposé. Et en tout cas, on a tous hâte de commencer. Petit point justement qu'on n'a pas abordé, niveau climat à cette période-là de l'année. Parce que nous, on sera en hiver, chez nous Ouais, tout à en fait. France en tout cas. Et de l'autre côté de l'Atlantique, niveau météo, ça va se passer comment pour vous? Ouais, bah du coup les saisons elles sont inversées et en Colombie et vers l'équateur on risque d'avoir très très chaud. D'accord. Donc ça va pas aller en s'arrangeant quoi. Tu nous parles C'est de ça, quoi là, exact. 5000, de 14 000 kilomètres, plus la chaleur. Ouais, mais on a un peu de chance avec l'altitude, c'est qu'il va faire beaucoup plus frais, ou pas de chance, il va neiger. Donc en fait c'est une difficulté aussi de la préparation de cette aventure, c'est que en fait faut vraiment qu'on soit préparé à toutes sortes de climats et à toutes sortes de d'événements météorologiques. Avant ce projet-là, tu avais déjà effectué des voyages un peu en bikepacking? Ouais, alors bah j'ai traversé les Alpes avec des amis à moi et avec Cyril, on a fait 3 jours de bikepacking à La Réunion. Donc rien de cette ampleur-là, mais ça va être une grande découverte pour tous les trois. Ouais, sur un long trip comme ça, effectivement, je pense que, en tout cas là, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous découvrir, ça, il y aura pas de, sur 4 mois, on pourra pas se C'est cacher. exactement ça. Quelles sont tes attentes du coup vis-à-vis de ce projet? Bah d'apprendre l'espagnol, ça serait pas mal. Ouais. Ah, falloir descendre un peu du vélo, hein, par contre. C'est ça. Non, mais surtout de vivre une belle expérience humaine en rencontrant bah, du monde qui est des cultures différentes et des gens qui n'ont peut-être pas la même façon de penser ni de vivre. Aussi de sensibiliser à une cause qui nous tient très à cœur bah, pour notre pote, tout simplement. Là, si tu te projettes à Ushuaia, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme souvenir en fait de ce voyage? Bah, on a une bonne blague à Ushuaia, c'est que en cyclisme, on joue beaucoup les pancartes. Et, euh, et pour moi, mon bon souvenir, ce serait de gagner la pancarte Ushuaia. C'est vrai que celle-là, je pense qu'elle vaut cher. Elle va être disputée même après autant de kilomètres. Je sais pas s'il y aura une échappée, mais Elle va être bien disputée, celle-là. effectivement, oui. Du coup, bon, on est un petit peu sur la fin de l'épisode. Et déjà, je voulais te remercier, en tout cas, d'avoir inauguré ce podcast. Je te souhaite vraiment tout de bon à toi et puis à tes camarades pour la suite de l'aventure qui arrive très prochainement. Et j'invite également tout le monde à les suivre sur les réseaux. Puis, tous les liens sont dans la description, et notamment le lien de l'association et de la cagnotte pour ceux qui veulent participer. Est-ce que tu auras un petit mot pour la fin de ce podcast? Peut-être quelque Bah, chose à déjà, dire à des personnes qui un jour ont envie de faire un projet comme le vôtre. bah ouais, bah, enfin, la vie, elle peut tragiquement basculer du jour au lendemain. Du coup, enfin, attendez pas pour faire, enfin, pour réaliser vos rêves et lancez-vous, quoi. Merci encore à toi, Célian, d'avoir accepté mon invitation et d'être venu présenter votre projet sur ce podcast. Il ne reste plus qu'à te souhaiter bonne route à toi et ton équipe 5 mois, voire peut-être avant si tu souhaites, si vous le souhaitez, pour faire un épisode intermédiaire de bah, là où vous serez sur votre aventure. Et pour qu'on puisse déjà faire un point et que tu nous racontes sur cette première partie d'aventure. Sinon, bah, on se verra dans 5 mois pour la deuxième partie. Et je te souhaite une bonne fin de préparation, surtout matérielle. Et puis voilà, moi je vais te suivre en tout cas sur tes réseaux pour suivre cette aventure et hâte de faire un débrief avec toi pour voir comment ça s'est passé, comment vous avez vécu un petit peu cette aventure à trois et
quelles joies et difficultés vous aurez rencontrées au long de cette aventure. C'est la fin de ce tout premier épisode. Si vous souhaitez plus d'informations sur le projet, l'association Vertical Combat ou bien suivre Célian, Cyril et Simon lors de leur voyage à vélo, tous les liens sont disponibles dans la description. Si ce premier épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner afin d'être averti lors de la sortie du prochain épisode. Pour être informé des infos et actus, ça se passe sur Instagram, sur mon compte @lesjoiesdusport.podcast. Je vous dis à bientôt et bonne aventure.